D'accord, avec l'avènement de la Covid-19, on se rend compte que les technologies de paiement digitales se sont accrues, ce qui a accru en même temps du coup, le volume des transactions financières selon les auteurs tels que Sahé, Hall 2020, Sornanganes, Chatis, Ozili 2020. L'autre côté, la corruption est devenue comme étant un paiement illégal à un agent public en vue donc d'obtenir un bénéfice que l'on pourrait donc obtenir sans paiement. Ça, c'est la définition proposée par Rose Ackerman en 1999, alors que la Banque mondiale définit la corruption comme un abus des agents publics en vue d'obtenir un gain privé. Alors, le contrôle de la corruption ou les débats sur la corruption ne datent pas d'aujourd'hui et beaucoup d'auteurs empiriques parviennent aux conclusions que ça peut avoir une incidence sur les inégalités, la pauvreté, le chômage. Voilà. Alors, autre chose à noter, c'est qu'il y a une littérature encore embryonnaire qui s'est donnée donc pour objectif d'examiner le rôle du secteur financier dans le contrôle de la corruption. Donc, la compétition dans le secteur financier qui pousse donc les institutions financières à adopter des méthodes rigoureuses dans les transactions, notamment les opérations d'octroi, de crédit, de transfert. L'inclusion financière peut avoir donc une incidence sur la corruption. Voilà. Des auteurs tels que Razan 2014 disent que l'inclusion financière et la finance digitale à travers donc ce qu'on appelle l'internet banking, les mobile money, les transferts électroniques et les paiements numériques peuvent réduire drastiquement le niveau de la corruption dans le secteur public. Voilà. L'autre côté également, ce qu'il faut noter, c'est qu'un faible niveau d'éducation financière et un manque de supervision, une régulation inadéquate donc, du secteur financier peut accroître donc, la probabilité d'octroi de crédit pour financer les activités illégales, les jeux de hasard, le blanchiment de capitaux. Voilà. Le travail pionnier, vraiment pionnier, qui s'est donné pour objectif donc d'examiner l'effet de l'inclusion financière sur la corruption, date de 2020, a été effectué par un auteur du nom de Agid, qui s'est intéressé aux pays d'Afrique centrale. Donc nous, notre objectif, c'est un peu de voir est-ce qu'il peut y avoir une relation ou en quoi est-ce que la corruption ou l'inclusion financière, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vraiment, le fait qu'on utilise les services financiers électroniques peut avoir une incidence sur la corruption. Alors, bien, alors il y a un tableau qui sera présenté, bon, malheureusement, voilà, pour qu'on puisse se suivre, oui, allez-y. Voilà. Donc, ce tableau fait un état un peu de l'évolution du niveau de la corruption qu'on a dans l'espace UEMOA, qui n'est pas du tout religion. Alors, ce que nous avons préféré présenter, c'est l'indice de perception de la corruption des données produites par Transparency International pour l'année 2020. Pour l'année 2020. Alors, cet indice-là va de 0 à 100. 0, ça veut dire que vraiment le niveau de la corruption est exacerbé. 100, ça veut dire qu'on a fait assez d'efforts pour réduire le niveau de la corruption. Voilà. Mais pour faire encore œuvre de pédagogie, il faut savoir que ce n'est pas la seule base de données qui renseigne sur le niveau de la corruption. Il y a l'indice de corruption de l'International Country Guide Risk qui va de 0 à 6. Il y a un indicateur développé par la Banque mondiale, un indicateur qui va de moins 2,5 à 2,5. Il y a un indice de corruption qui va de 0 à 100 qui est élaboré par la Fondation Héritage. Et enfin, nous nous sommes basés donc sur les données de la corruption fournies par Transparency International. Alors, très rapidement, quelques commentaires sur le tableau. La Guinée-Bissau présentée comme étant le moins bon ou le mauvais élève de la zone UEMOA, avec un corps seulement de 21 sur 100. Dans l'ensemble, tous les pays de l'UEMOA n'arrivent même pas à atteindre le score de 45, alors que l'idéal c'est d'avoir 100%, c'est-à-dire un niveau de la corruption égal à 0. Voilà. Et la Guinée-Bissau est suivie par le Mali, qui est 136e au rang mondial, voilà, suivi donc du Togo, du Niger, le Burkina Faso
fait un peu d'effort et se situe donc au niveau de la 7e position en ce qui concerne les pays de l'UEMOA. Et le Sénégal peut être considéré comme étant le meilleur élève de la zone. Alors, quelques effets stylisés également sur l'inclusion financière. Le taux d'inclusion financière qui est mesuré par la BCEAO a poursuivi donc une tendance haussière au cours de l'année 2021, en gagnant donc 3,5 points de pourcentage pour passer de 63,7% en 2020 à 67,2% en 2021, pour un objectif à l'horizon donc 2025 de 75. Le taux de bancarisation également a poursuivi une hausse assez remarquable. En témoignent les chiffres que vous voyez devant vous. Alors, sur le plan de la méthodologie, sur le plan théorique, il est admis qu'une allocation efficiente des capitaux, c'est-à-dire des services financiers, peut permettre d'améliorer la productivité des entrepreneurs, de renforcer la croissance économique et le développement. Voilà. Mais il faut noter que la corruption dans le processus d'octroi de crédit réduit non seulement l'efficience allocative donc, de ces crédits-là, et ça peut ouvrir la voie donc, à une canalisation du crédit vers des activités criminelles et improductives. Donc, en termes de résultats empiriques, SARMA et par an 2020 établissent que le développement financier, de façon beaucoup plus globale, réduirait donc la corruption dans les pays à revenus intermédiaires et aussi dans les pays à revenus faibles et à haut revenus. Pour le travail pionnier, vraiment pionnier de AGID 2020, lui parvient à la conclusion que l'inclusion financière peut améliorer le contrôle de la corruption mesuré par les indicateurs de transparence internationale. Et dans son travail, il teste surtout un effet seuil pour éviter des cas d'inclusion financière exagérée qui peut avoir des effets contraires. Voilà. Un autre travail dans le sillage du travail pionnier des AGID, là, c'est celui de Rajesh et Sanjaya 2023, qui trouve que l'inclusion financière n'a pas d'effet sur le contrôle de la corruption en considérant un échantillon de 31 pays à revenus intermédiaires. Voilà. Quel est le modèle empirique que nous avons adopté pour tester notre hypothèse ou répondre à notre question principale là? Le modèle est le suivant. La corruption, qui est notre variable dépendante, expliquée par l'inclusion financière, FI, le taux de croissance économique, GR, l'ouverture commerciale comme variable explicative, les dépenses du gouvernement, GE, et HK, c'est le capital humain, pour voir un peu est-ce que, avec le niveau d'éducation qui s'améliore, est-ce qu'il peut avoir une incidence sur le contrôle de la corruption. Et enfin, l'inflation. Voilà. Nous avons modifié notre équation initiale pour introduire donc FI au carré pour tester et puis voir est-ce qu'il y a un effet seuil. Est-ce qu'il y a un niveau à partir duquel l'inclusion financière peut se retourner et agir négativement sur la corruption. Les données proviennent également de la base de la BCEAO en ce qui concerne donc l'inclusion financière. Les autres données telles que la corruption, c'est Transparency International, les dépenses du gouvernement, l'ouverture commerciale et autres, c'est la base de données de la Banque mondiale. À quels résultats sommes-nous parvenus à l'issue de nos estimations? Ça est devant vous. Et nos résultats de base, à travers la méthode des effets fixes et celle des effets aléatoires, indique que l'inclusion financière clairement affecte positivement le contrôle de la corruption. Ça veut dire qu'en français très simple, le fait qu'on ait accès et qu'on utilise surtout les services financiers digitaux, ça peut être un canal par lequel on peut réduire le niveau de la corruption. Toujours en ce qui concerne les résultats préliminaires de base, on se rend compte que le taux de croissance économique permet donc de lutter efficacement contre la corruption. Donc plus un pays est développé, on devrait s'attendre normalement à ce qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités, donc moins de tendance à des pratiques corruptrices. Il en est de même pour les dépenses du gouvernement qui pourraient avoir une incidence positive sur le contrôle de la corruption. Voilà. Mais nous ne sommes pas arrêtés au résultat de base. Nous avons jugé bon, au regard donc de la petitesse de notre échantillon. Je souligne que la période d'étude va de 2007 à 2017, donc 10 ans. On n'a pas beaucoup de données sur l'inclusion financière en tant que telle. Voilà. On a essayé de tester donc la robustesse de nos résultats par la méthode GLS et du panel corrected standard error.
Et les résultats donc, de robustesse confirment nos résultats de base, où on se rend compte que l'inclusion financière a une incidence positive sur le contrôle de la corruption. Voilà. L'autre résultat qui est en rouge, qui est important à noter, c'est que l'ouverture commerciale agit négativement sur le contrôle de la corruption. Donc, plus un pays est ouvert aux échanges commerciaux, plus ça peut ouvrir la porte ouverte à une corruption exagérée par les pratiques à travers la douane et tout ça. Voilà. Et nos résultats sont un peu conformes à ceux trouvés par Aguide et Ozili 2020. On n'a pas beaucoup discuté parce qu'on n'a pas une base empirique solide pour adresser et discuter nos résultats. Alors, en termes de conclusion, c'est que d'abord, l'inclusion financière améliore le contrôle de la corruption dans la zone UEMOA, pour l'ensemble des 8 pays de l'Union. Nous avons testé également le feu seuil de l'inclusion financière pour éviter donc des cas de niveau extrême. Nous nous sommes rendus compte que ça existe, mais on ne l'a pas déterminé. Voilà. Et nous recommandons donc aux décideurs politiques donc, des pays de l'UEMOA d'améliorer le niveau d'utilisation des services financiers tout en gardant à l'esprit qu'il y a un effet seuil qui est là. Donc il faut faire attention à ne pas exagérer dans les mécanismes qu'on met en place pour que les gens puissent utiliser et avoir accès aux services financiers. Voilà. Des bonnes institutions également dotées d'un niveau plus élevé de finances inclusives peut réduire davantage le niveau de la corruption. Voilà. Il faut mettre l'accent sur la qualité des institutions. Alors, notre étude se particularise par le fait que nous nous intéressons à la zone de l'UEMOA où nous n'avons pas trouvé une étude empirique antérieure. Les limites pourraient tenir au fait que la période d'étude n'est pas aussi longue qui permette de faire des analyses de long terme. Voilà. Et une analyse également sur un ensemble de ces pays-là peut casser un certain nombre de disparités. Au vu, par exemple, du tableau qu'on a eu à présenter, on s'est rendu compte que, par exemple, la Guinée-Bissau est un pays beaucoup plus corrompu, alors qu'au niveau du Sénégal, les efforts sont beaucoup plus énormes. En termes de perspective, les recherches futures pourraient donc s'étendre à un ensemble beaucoup plus vaste, peut-être l'Afrique de l'Ouest, et examiner l'influence, par exemple, des innovations numériques sur la stabilité financière. Ça, c'est l'objet de notre papier que je présenterai à Dakar en décembre 2024. Je vous remercie, Monsieur le Président.